Sana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Voici les titres de ce mercredi 1er octobre. À la une, la fin de l'enquête sur la mort de Manoa, c'était en 2024, plus d'un an après le drame de Mahina, deux frères bientôt jugés pour meurtre aggravé. Les détails de cette affaire dans un instant. Le CESEC dit oui à la baisse des prix des PPN, une mesure pour lutter contre la vie chère mais qui suscite encore des interrogations. Réaction en direct avec le ministre de l'économie, du budget et des finances. Warren Dexter répondra à nos questions sur TNTV. Octobre rose lancé à Papeete. Associations et soignants mobilisés à la mairie avec un message clair. Se faire dépister, c'est sauver des vies. Direction Manihi, où une page se tourne après 10 ans. Bernard et Martine passent le relais de leur centre de plongée, le seul de l'île. Émotions, rencontres et souvenirs, ce sera en fin de journal. C'était le 13 septembre 2024. Manoa, 15 ans, perdait la vie au pied d'une falaise à Mahina, à Orofara. Plus d'un an après, l'enquête est terminée. Les deux frères de 15 et 17 ans interpellés à l'époque seront jugés pour meurtre aggravé. Les explications de Jeanne Tinorua, Jean-Baptiste Calvas et Heimanu Manuthei. C'est ici, au point de vue Taprei à Mahina, que le corps de Manoa avait été découvert en contrebas de la falaise. Plus d'un an après, les investigations se sont achevées. Une enquête qui révèle des faits gravissimes. Selon les constatations effectuées par un médecin légiste et les éléments de l'enquête, l'adolescent a succombé à plusieurs coups de marteau reçus à l'arrière du crâne avant que son corps soit jeté dans le ravin. Ce sont des prédateurs qui ont lâchement assassiné ce jeune de 15 ans, juste pour lui prendre son vélo. Ce qui est le plus choquant au-delà de la brutalité du meurtre, c'est la froide indifférence de ces deux frères. Ils semblent être deux coquilles vides uniquement guidées par la cupidité, s'est tué pour voler. Âgé de 17 ans au moment des faits, le plus âgé des deux frères sera jugé par la cour d'assises de mineurs de Polynésie. Son Benjamin, désormais âgé de 16 ans, comparaîtra quant à lui devant le tribunal pour enfants. Un dossier hors norme aux faits noirs. C'est une affaire qui est épouvantable, qui est d'une tristesse infinie, puisqu'il s'agit en effet de deux jeunes gens qui ont ôté la vie à un troisième jeune homme. Donc quoi de pire que cette situation? On n'a pas encore de date précise. Je sais que le parquet souhaite que ces dossiers soient audiencés dans des délais assez rapides, et c'est un souhait que, en tout cas moi, du point de vue de la défense, je partage. Je crois que, en effet, tout le monde attend que justice soit rendue dans ce dossier, encore une fois épouvantable. Les deux frères, actuellement incarcérés, encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Une information à retrouver sur tntvnews.pf. C'est donc l'actualité économique du jour. 40 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Le CESEC dit oui au nouveau projet de loi pour lutter contre la vie chère. Un avis favorable mais avec des réserves. Dans quelques instants, le regard de notre invité, le ministre de l'économie, du budget et des finances. Mais d'abord les précisions de Sophie Gebel et Tauhiti Taunuamusan. 40 voix pour, 2 abstentions. Le projet de loi visant à faire baisser le prix des PPN a été reçu favorablement par les membres du CESEC. Le texte prévoit une prise en charge d'une partie de la valeur CAF par le pays qui sera reversée aux importateurs. Ce qui veut dire que, rendus entrepôt, les produits seront déjà moins chers. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres dépenses. Le stockage, certains en ont parlé, le transport vers le magasin détaillant. Et bien sûr, il y aura la marge. Mais la marge est déjà contrôlée. Il y a une marge maximale. Donc, ce qui veut dire, ce qui au début a justement permis de réduire le prix va permettre de le réduire aussi au final. Une réduction de 8 à 10% sur le prix des PPN pour le consommateur final. Coût annuel estimé pour la mise en place de ce dispositif, 800 millions de francs pris en charge par le pays. Un texte qui prévoit de faire baisser le coût de la vie, mais qui manque de clarté pour certains élus. Quand vous demandez, voilà, le bateau arrive là, il est sur le quai. Après, quand il va à l'entrepôt, c'est pas moi qui l'ai dit. Le président lui-même, un jour, il a dit, il ne comprend pas que quand il vient en douane, partie entrepôt, c'est 17 francs, vendu sur le terrain, c'est 370.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et c'est ça qu'il faut soulever. Si vous n'arrivez pas à soulever, voilà comment ça fonctionne, il y aura toujours des suspicions. Mais la suspicion, elle va toujours demeurer, même là, même si le texte il est bien honnête et tout ça. On met des mesures, c'est écrit. Mais quand il faut aller pratiquer, il n'y a plus. La théorie, c'est navet, mais après, à côté, c'est catastrophique. Hein. Le CESEC émet également des réserves sur le contrôle de ce dispositif. 14 produits de première nécessité importés par voie maritime seraient concernés. La liste sera déterminée ce vendredi lors d'une rencontre entre le secteur du commerce et le ministre de l'économie. Le projet de loi sera ensuite transmis à la commission de l'économie à l'Assemblée. Sur TNTV ce soir, le ministre de l'économie, du budget et des finances, Warren Dexter. Yaorana. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, monsieur le ministre, votre projet de loi pour les PPN prévoit de donner 800 millions de francs CFP aux importateurs pour qu'ils baissent leur prix de base. Comment le consommateur verra les prix baisser ? Effectivement, c'est une des mesures que nous avons prévues au titre de la lutte contre la vie chère qu'on va mettre en place à partir de 2026. Et l'idée, en fait, il y a deux leviers. Le premier, c'est ce dont vous venez de parler, qui a été très bien résumé dans le reportage. C'est que le pays prenne en charge une partie des coûts de transport de ces fameux PPN pour avoir un effet baissier à la sortie. Alors, comment c'est garanti ? C'est tout simplement que, comme vous le savez, les PPN, les marges sont réglementées, il n'y a pas de taxe dessus. Donc, si vous voulez, la prise en charge que l'on fait au niveau du transport va forcément se répercuter à la baisse à la sortie, puisque tout est réglementé en fait du début à la fin. C'est pour ça que nous avons pris le risque, entre guillemets, de soutenir cette filière PPN. Alors, quand est-ce que ça sera appliqué ? Alors, courant 2026, parce qu'en fait, le deuxième volet, c'est celui qui est un peu plus compliqué. On va proposer une remise supplémentaire pour les ménages nécessiteux. Donc, ça se fait sous forme de carte qui va être gérée à partir d'une plateforme et qui va, en fait, qui va permettre... Déjà, les PPN, ce sont des produits à marge assez resserrée. Et là, donc, il va occasionner une remise supplémentaire pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, si vous voulez, là, on est aussi dans l'axe de politique générale du gouvernement de réorienter les aides publiques vers ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, quels seront les critères pour avoir cette carte ? En fait, c'est les critères de la DSFE, c'est-à-dire tous les ménages nécessiteux. Je n'ai plus les chiffres en tête, je pense qu'on parle de 40 000 personnes qui seront potentiellement éligibles. Donc, c'était aussi un point qui est en discussion avec les professionnels. Alors, si l'importateur touche l'aide mais ne baisse pas le prix, qu'est-ce qui les risque ? Est-ce qu'il y aura aussi des contrôles ? Il y aura forcément des contrôles puisque les remboursements ne pourront se faire que ce justificatif du paiement de ces fameux CAF, avec le transport assurance fret. C'est sur cette base-là que nous rembourserons. Alors, mais quels seront les risques pour celui qui ne respecte pas justement la baisse de prix en touchant cette aide-là ? C'est impossible de ne pas respecter parce que les prix sont réglementés. Je peux vous dire que la DGAE suit de près le respect des réglementations, notamment sur les plateformes de marge. Et c'est également cette même DGAE qui va gérer le remboursement des importateurs sur la base de production justificative. Alors, sur les 67 PPN référencés, seuls 14 seraient concernés par cette aide. Est-ce qu'on peut déjà savoir quels sont les produits ? Alors, oui, je peux vous dire. Alors, pourquoi que 14 ? C'est vrai que ça ne représente pas beaucoup en nombre par rapport à 67, mais en fait, on vise là ce qu'on appelle les PPN essentiels, c'est-à-dire ceux qui sont en fait les plus consommés. Donc en nombre, ça ne représente pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'en valeur, ça représente la majorité. Vous avez les produits qui sont les plus couramment consommés. Vous avez évidemment le lait, le beurre, la farine. Vous aurez dedans l'huile, vous aurez nos fameux aussi sao et chesdal. Vraiment les produits qui sont très prisés de nos Polynésiens. C'est sur ceux-là qu'on va attribuer une aide supplémentaire. Alors, si le but est de baisser le prix du chariot, pourquoi en laisser autant de côté ? Parce que justement c'est compliqué budgétairement. À un moment donné, il y a des limites aussi à la prise en charge budgétaire. 800 millions, c'est déjà pas mal pour prendre en charge une partie des biens qui sont les plus consommés et qui sont donc les plus prisés par les Polynésiens à petits moyens. Donc on a vraiment voulu faire dans un premier temps, cibler cette aide surtout sur les populations qui en ont plus besoin. Alors on est sur des produits importés. Est-ce qu'il est possible de faire baisser aussi les prix des produits locaux ? Oui, c'est prévu dans le second volet du texte, là, c'est-à-dire le fameux prix remisé. On va également viser des produits locaux. Parce qu'effectivement, ça a été une demande forte du président, qu'on n'avantage pas que les produits importés, mais on favorise également les produits locaux. Alors, dans le même genre, il y a le dispositif Tam-A Meitei, l'équivalent des tickets restaurants. Où en est ce projet ? Alors ça, c'est un dossier qui est entre les mains de notre ministre en charge de l'agriculture, parce que c'est lui qui le porte. Donc effectivement, c'est la transposition un petit peu du modèle du ticket restaurant. S'il s'agit d'inciter en fait les employeurs à prendre en charge une partie du repas de midi de leurs salariés, et puis c'est une incitation sous forme de réduction d'impôts. C'est-à-dire que le pays va en fait contribuer au financement de ce dispositif.
en allégeant un peu les impôts des employeurs qui viennent bien rentrer dedans. La réforme de la TDL a aussi pour vocation à faire baisser les prix. Où en est ce chantier? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup présenté ce projet comme lutte contre la vie chère, mais moi je ne serais pas aussi catégorique. En fait, on est encore en plein dans les chantiers de toilettage, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits qui aujourd'hui ne sont pas taxés, alors qu'ils devraient l'être parce qu'il y a une production locale concurrente. Et donc l'un dans l'autre, ça se peut que le toilettage qu'on est en train de faire, c'est-à-dire sortir des produits qui ne devraient pas être taxés à l'importation, et en remettre d'autres, c'est possible que finalement, ça n'a pas d'effet baisse de prix sur ce terrain-là. Il ne faut pas oublier que la TDL, ce n'est pas un outil pour faire baisser les coûts de la vie, c'est simplement pour protéger les industries locales, pour tenir compte du fait que ce qui est importé est plus compétitif en termes de prix, puisque ça vient des grands pays où c'est moins cher. Alors, on reste sur le pouvoir d'achat avec cette déclaration du MEDEF qui invite le pays à baisser ses impôts au lieu de les augmenter. Je vous propose qu'on écoute une déclaration de son président. C'était il y a 10 jours sur ce plateau. Regardez. Nous assistons à une chasse aux sorcières parce qu'on a effectivement, le pays a eu tendance à qualifier les entrepreneurs comme étant les responsables de l'inflation en Polynésie française. Donc, bien entendu, nous, on n'est pas d'accord. Je viens de démontrer que les entrepreneurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Et de l'autre côté, en face, vous avez le pays qui augmente la fiscalité. Donc, le message et la promesse qui a été donnée à la population et qui consistait à dire le pays va lutter contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, on voit exactement dans les décisions, notamment en fiscalité, qu'on va à l'opposé. Monsieur le ministre, que répondez-vous à cette critique de fond? Je suis en total désaccord. Parce que quand il dit que nous attribuons la responsabilité de l'inflation au chef d'entreprise, c'est faux, puisque moi je me suis déclaré plusieurs fois comme étant un fervent défenseur des entreprises et j'ai indiqué à plusieurs reprises que l'inflation était d'abord importée. C'est-à-dire que comme on est très dépendant des importations, ce qu'on achète à l'extérieur c'est déjà cher. Comment voulez-vous que quand ça arrive ici, ce ne soit pas cher? Donc l'une des solutions, c'est effectivement qu'on sorte de cette logique d'être trop tributaire des importations pour essayer de développer l'économie endogène. De même, quand il dit qu'il n'y a pas eu aucune mesure de baisse de la fiscalité, ils sont oubliés par exemple que l'année dernière, la fiscalité sur les transactions immobilières, j'ai baissé de 40%. Et ça, ce n'est pas négligeable. J'ai également diminué le droit de douane sur les produits originaires de l'Océanie, notamment de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Ça, il semble l'oublier. Il y a un tas de mesures aussi qu'il n'ignore pas, c'est que j'envisage de baisser substantiellement la fiscalité indirecte dans le courant de 2026. Ça, il le sait, on en a discuté. Moi, ce que je ne comprends pas dans les oppositions des procès d'intention que me font les chefs d'entreprise, c'est que il y a eu de la concertation. On s'est vu 4 ou 5 fois depuis le début de l'année où j'ai fait connaître mes intentions. Je veux même vous dire qu'en août, j'ai été applaudi pour la présentation de mes réformes et juste après, je reçois un courrier pour dire qu'ils sont en totale opposition. Non, moi, je pense que derrière tout ça, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont devenus très frileux depuis qu'il y a eu la réforme du RNS. Oui, mais le MEDEF parle d'une chasse aux sorcières. Comment les rassurer? C'est tout l'exercice. C'est pour ça, moi, ce que je leur ai dit, j'ai répondu au courrier à charge qu'ils avaient contre moi pour dire que je vais tenter de renouer le dialogue et les réformes que j'envisageais à la fin de cette année, je vais les repousser en 2026 pour plus discuter avec eux. Alors justement, est-ce qu'on peut s'attendre à des ajustements de cette réforme fiscale en fonction des rencontres que vous prévoyez? Bien sûr, ce sera tout l'objet, mais l'idée principale, c'est vraiment... comment vous dire? En fait, dans ce pays, on a un gros paradoxe, c'est qu'au plan économique, on est le numéro 1 dans tous les outre-mer, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, tous les outre-mer nous en veulent, mais au plan des inégalités sociales, on est les derniers. C'est là où il y a le plus d'inégalités sociales. Et au plan fiscal, ça se traduit par le fait qu'il y a trop de fiscalité indirecte. L'indirect, c'est les taxes de douane et TVA qui frappent un peu tout le monde de la même manière, le pauvre comme le riche. Donc je dis depuis le début que pour établir plus d'égalité, il faut transférer la pression fiscale de l'indirect vers le direct. Donc ce que je propose, c'est d'augmenter la fiscalité sur les entreprises là où il y a matière et de diminuer à du concurrence la fiscalité indirecte pour établir une certaine égalité. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éclairages et pour toutes ces précisions. Merci à vous. On parle immobilier. À 2 semaines du colloque foncier de Taraheuil, les syndicats des agents immobiliers veulent se faire entendre. 10 propositions ont été présentées pour régler l'indivision. Parmi elles, la création d'une agence foncière de Polynésie. Pourquoi? Écoutez Alain Lepreslec, membre du syndicat des agents immobiliers avec Désiré Teivaou. L'idée derrière tout ça, c'est de réduire les délais
de sortie d'indivision, les délais d'attribution des documents administratifs qui permettent d'avancer vers une acquisition. Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de débloquer des fonds, mais que cette agence pourrait fonctionner grâce à la coopération entre certaines administrations qui, chacune, participeraient financièrement au fonctionnement de cette agence. Le dépistage du cancer du sein, encore trop rare au Fénois, c'est tout l'enjeu d'Octobre Rose lancé aujourd'hui. Pendant un mois, associations et professionnels de santé vont à la rencontre du public. Premier temps d'échange à Pape-Été, le reportage de Manon Kemumbai, Moehok Timouna et Olivier Huc. Béatrice se fait régulièrement dépister. Pour elle, c'est primordial. Non, il ne faut pas avoir peur. Je ne dirais pas que c'est très agréable, hein, mais il faut le faire. Oui, c'est important parce qu'il faut motiver toutes les femmes. Il faudrait que toutes les femmes dans les îles aient accès aux mammographies et pas que les femmes de Tahiti. Les îles, justement, n'ont pas été oubliées. La directrice de l'Institut du cancer rappelle qu'un programme spécial a été mis en place pour permettre aux femmes vivant dans des zones éloignées de se faire dépister. Et ensuite, il y a les difficultés d'accès. Donc, on a 12 mammographes en Polynésie qui sont répartis un petit peu dans toutes les îles. Voilà, en tout cas, même sur Tahiti, des femmes dans les vallées ou de la presqu'île, elles n'ont pas forcément de moyens de transport, elles n'ont pas forcément de facilité pour se déplacer. Et donc, on a mis en place un programme Tarona Terre avec les communes où, avec un bus, en fait, on les accompagne vers un lieu de mammographie en groupe. Donc, on travaille déjà avec Aroué et Paea et on aimerait l'étendre en fait à toute la Polynésie. Car le cancer est la première cause de décès chez la femme en Polynésie. Environ 200 femmes sont touchées chaque année, des femmes encore trop peu nombreuses à se faire dépister. Dans ce stand, l'occasion est donnée d'informer et d'expliquer. On fait 7000 mammographies par an, donc ça paraît beaucoup, mais en fait plus de la moitié des femmes ne vont pas se faire dépister. Alors quand on écoute les femmes et quand on leur pose la question, souvent ce qu'elles disent c'est déjà qu'elles ont peur d'avoir mal, donc on veut les rassurer, la mammographie ne fait plus mal, les nouveaux appareils ne font plus mal. Rassurer à la fois sur l'examen pris en charge par l'Institut du cancer, mais aussi sur l'importance du dépistage qui doit se faire tous les 2 ans à partir de 50 ans. Alors, elles ont peur d'avoir un cancer, parce que pour elles, un cancer, on va en mourir, alors que si on le dépiste tôt, comme l'a dit le ministre ce matin, 9 fois sur 10, on va guérir. Hein, il faut vraiment changer l'idée que le cancer, c'est inévitable et qu'on va mourir à chaque fois. Le message, c'est que plus on le dépiste tôt, plus on va guérir et on guérit 9 fois sur 10. L'Institut du cancer relève chaque année un pic de dépistage au mois d'octobre. L'impact de la campagne est donc réel, mais on le rappelle, le dépistage, c'est toute l'année. Toute l'année sans ordonnance, un examen pris en charge. Il suffit de prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie. Et puis dans l'actualité, il y a ce séminaire sur l'autisme organisé par l'association Entre deux mondes. Thème de cette 6e édition, la communication pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents. Familles, soignants et enseignants ont échangé à l'hôpital de Taoné. Caroline Bravi, présidente de l'association Entre deux mondes, est au micro de Thomas Chabrol. L'objectif du séminaire, c'est d'apporter des outils, des idées pratico-pratiques aux professionnels et particulièrement aux professionnels de l'éducation, des idées, donc des clés, des outils, des pistes d'information pour pouvoir mieux inclure les enfants quand bien même ils ne seraient pas formés. Alors c'est encore et toujours d'accélérer et d'améliorer les choses, on est très en retard en Polynésie. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, il y a une amélioration. Il y a une progression parce qu'avec les professionnels et des associations de parents, nous travaillons ensemble à faire en sorte que les choses bougent. Et on a maintenant des membres du gouvernement qui commencent à nous suivre. On espère que voilà, des choses comme le plan autisme polynésien, comme des choses de manière très concrète et pérenne, vont voir le jour dans les prochains mois à venir. Je vous le disais en titre, TNTV vous emmène à Manihi où une page se tourne après 10 ans. C'est l'histoire de Bernard et Martine et de ce passage de relais de leur centre de plongée. Entre émotion et transmission, Mereteato a rencontré ceux qui partent et ceux qui prennent la suite.
Arrivés à Manihi mi-août 2015, Bernard et Martine sont tombés sous le charme de l'atoll et de ses habitants. Ils ont décidé de s'y installer. Ici, si on est resté, c'est justement à cause des gens, parce qu'on a été tellement bien reçus. Il est temps de laisser la place aux autres. C'est surtout qu'on a d'autres projets encore, parce que avant qu'on ne puisse plus plonger, on voudrait visiter tous les spots de plongée du monde. La plongée, c'est aussi une des passions de Bernard. Il garde de très beaux souvenirs de ces quelques années à Manihi. La rencontre avec les baleines. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il y en a peu, mais voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a 2 ans, on avait 3 mamans, 3 bébés. Voilà, c'était vraiment, c'est magique. Ça m'a marqué. J'ai vu mon premier grand marteau ici, donc ça c'est des belles rencontres. Mais après une décennie sur cet atoll des Tuamotu, un chapitre se ferme ici à Manihi et s'ouvre sur la presqu'île pour nos amoureux de la mer. Pendant ce temps, au Salon du tourisme, les nouveaux propriétaires font déjà la promotion de leur futur paradis. Après avoir été 17 ans chef d'entreprise, Yolande, amoureuse de la mer, opte pour une reconversion professionnelle. Elle se lance dans l'aventure avec un couple d'amis, Laurent et Corinne. Je recherchais vraiment cet état d'esprit qu'ont créé Bernard et Martine, de la plongée en petit comité, avec un partage après les plongées et tout ça. Je suis allée voir leur activité et je suis un peu tombée amoureuse de ce qu'ils avaient fait entre la plongée et la partie lodge. Et c'est exactement la vision que j'avais de la plongée et de ce que je recherchais. Moins connu que Fakarava ou Rangiroa, avec ses eaux cristallines et son lagon poissonneux, Manihi a de quoi faire rêver les touristes venus découvrir les plus beaux recoins de l'atoll et ses richesses sous-marines. Plusieurs événements comme la pente des mérous, des napoléons et bien d'autres espèces sont attendus tout au long de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h. Puis place à Local Hiking, la nouvelle série qui vous emmène en randonnée au Fénois. Premier arrêt ce soir, la vallée de la Fataoua. Excellente soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.